Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. De regarder votre magazine d'actualité politique, économique et sociale en République démocratique du Congo, vérité de fait. Aujourd'hui, notre invité est un acteur politique, un homme d'État. Il a servi la République démocratique du Congo en tant que gouverneur de l'Équateur. Donc c'est un ancien gouverneur que nous recevons sur ce plateau. Il est également parti d'une ASBL, MOCO, Mouvement pour le Congo. Avec lui, nous allons faire le point sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Il s'appelle Tony Bolamba. J'étais emmené de dire Tony Mwaba. Tony Bolamba. Pour la question de l'IGF. Bienvenue à vous. Je ne suis pas concerné. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Zantodo. Ça fait très longtemps que nous avons eu cette opportunité de nous entretenir à deux. Exactement. Et à travers vous, je salue tous les Congolais et toutes les Congolaises d'origine, d'adoption et des cœurs qui nous suivent ce soir. Voilà. Je peux enlever mon masque. Évidemment, je suis vous pouvez vacciné. enlever vos masques parce que nous allons respecter la distanciation sociale. Je suis vacciné aussi. Exactement, un très bon exemple. Alors, vous avez été gouverneur, c'est Oui. ça? Et vous êtes responsable de MOCO, je l'ai dit au début. Oui, je préside toujours cette association. Mais il est vrai que l'on vous sent un tout petit peu absent dans les activités politiques, dans les apparitions publiques, à la télévision, comme avant. Qu'est devenu finalement Tony Bolamba? Qu'est devenu Tony Bolamba? Tony Bolamba est ce qu'il est, sera ce qu'il est, il restera ce qu'il est. Et le parti, est-ce que... L'association MOCO est toujours là. Nous allons d'ailleurs bientôt reprendre nos activités républicaines et citoyennes. Et pourquoi ce répit? Parce que j'étais beaucoup plus dans les activités politiques, parce que j'avais assumé les fonctions d'État dans la République, qui me dissociaient un peu de l'esprit de l'association. Quand on assume certaines fonctions. Mais ça fait quand même longtemps que vous avez quitté la province de l'Équateur, non? Oui, ça fait la 4e année. Oui. Mais je continue toujours à être un acteur majeur de la province, j'estime. On en parlera. J'estime. Alors, ça fait pratiquement 3 ans et demi que nous avons un nouveau régime, Oui. avec à sa tête le président Félix Tshisekedi. Oui, 3 ans et demi, oui. 3 ans et demi. Alors, il nous reste approximativement Exactement. 263 jours. Voilà. Quel est votre regard aujourd'hui sur la marche de la République? Mon regard aujourd'hui sur la marche de la République, vous savez, la République a des périodes, des hauts et des bas. Et la République a certains faits qui influencent certaines décisions, certains faits qui influencent certains comportements. Et aujourd'hui, je sens que nous allons ralentir sur des questions sociales, des questions économiques, des questions politiques même. Ralenti, autrement dit, ça veut dire quoi? Autrement dit, la croissance stagne un peu. Oui. La croissance stagne. Peut-être parce qu'il y a plusieurs raisons. Nous avons connu la pandémie, le coronavirus. Aujourd'hui, nous connaissons une guerre mondiale qui ne dit pas son nom, qui ralentit l'économie mondiale. Donc, il faut prendre des décisions. Donc, vous expliquez la situation actuelle à cause du coronavirus et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Non, ce n'est pas ça. Ce sont parmi les faits. Oui. Vous savez, il y a certains faits qui influencent les comportements, les agissements, l'évolution, les avancements d'un pays. Donc, j'en ai pris parmi les faits. Il y a plusieurs faits. Il y a plusieurs faits. La composition du gouvernement, les gens qui composent le gouvernement est au ralenti, il faudrait rebooster, il faut que le président puisse faire un remaniement courageux sans tenir compte des partis politiques, avec des gens qui vont servir la patrie et non les partis. Parce que tant que nous avons les gens qui viendront au gouvernement pour servir les partis, la patrie ne sera pas servie et la population ne sera pas servie. L'enthousiasme qu'avait la population il y a 3 ans, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Alors là, vous avez cité quand même les causes extérieures, hein, le coronavirus et la guerre. Mais quelles sont les causes, d'après vous, intérieures qui font que le pays stagne? Non, j'ai cité des causes endogènes et exogènes. Oui. J'ai mélangé. Oui. Les causes intérieures. Parlons des causes endogènes. Qui font que le pays stagne. J'ai dit qu'il faut un gouvernement courageux avec des réformes responsables. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis de l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée
à mon humble avis, n'est pas dans l'esprit que nous avons voulu créer l'Union sacrée. Nous avons voulu créer l'Union sacrée pour booster autrement la politique. Mais aujourd'hui, tous les bandits d'hier, pour se blanchir, ils se cachent derrière l'Union sacrée. Et ça déçoit la population. Les causes intérieures, c'est que la population est déçue par ceux qui les dirigent et la population n'accompagne pas les gouvernements. Et raison pour laquelle il faudra que les présidents prennent des mesures très très courageuses. Genre d'ailleurs... Alors, oui. Vous êtes dans l'Union sacrée, vous l'avez dit. Oui. Alors, comment comptez-vous avoir des résultats escomptés, des bons résultats sur terrain, dès lors que les mêmes personnalités qui ont servi Mobutu, Kabila, et les mêmes causes que vous avez décriées hier, produisent aujourd'hui des résultats différents? Non, vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur Zantod. Je prends l'exemple. Par exemple, on a parlé des détournements de fonds liés à la gratuité et tout ça. Un ministre évadé, une ministre de la Justice qui cherche les fugitifs, et demain on voit les fugitifs assis à l'Assemblée à l'ouverture de la session. Vous pensez que le peuple va nous prendre au sérieux? Le peuple ne nous prendra pas au sérieux. Les gens que j'ai décriés, un jour, je sais que vous êtes aussi dans les réseaux sociaux, j'avais fait un tweet. Comment les mêmes gens qui ont été avec le président Kabila, 15 ans approximativement, aujourd'hui 3 ans avec le président Tshisekedi, peuvent changer les comportements en 3 ans? Je ne crois pas. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'Union sacrée? Vous êtes allé faire... Non, nous avons créé l'Union sacrée dans l'esprit que ces gens-là ne seront pas là. Je suis allé parce que je ne pensais pas que ces bandits seront là. Aujourd'hui, nous avons affaire aux mêmes bandits. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas fier d'être dans l'Union sacrée. À quoi ça ressemble maintenant? Je suis fier d'être dans l'Union sacrée, mais je ne suis pas fier d'être avec les anciens bandits, les hommes du passif du pays. Qu'est-ce qu'il faut pour corriger? Et je l'assume totalement. Qu'est-ce qu'il faut pour corriger tout ça? Le président de la République n'a pas besoin d'un groupe de truands, d'un groupe de voyous pour diriger. Il a encore un peu l'estime de la population. Un peu. Quand j'ai dit un peu, je vais vous raconter quelque chose qui m'a intrigué hier. Hier, j'ai vu les cortèges du président de la République circuler. À chaque fois les cortèges du président circulaient, il y avait une sorte d'enthousiasme et des applaudissements de la population. Mais hier, j'ai passé sur les sauts des moutons vers l'ambassade de France, le président, aux alentours de midi, 11h passé, personne n'a applaudi le président. À son passage? À son passage. Ce n'était pas un bon signe. Vous concluez quoi? En communication, vous êtes un communicant. Mais je voudrais avoir votre réponse. C'est que j'ai compris. Quelle est votre conclusion par rapport à ça? C'était une sorte de ras-le-bol de la population. La population a ras-le-bol du président? Non, la population a ras-le-bol des gens qui entourent le président. Vous savez, la majorité, par exemple, l'ancien président Kabila, la population en avait ras-le-bol des Chadari, de tous ces bandes de truands qui étaient autour de lui. Mais lui-même, il avait encore l'estime de la population. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, s'il me suit ce soir, il a encore l'estime de notre population. Et la population en a marre de ceux de l'Union sacrée, de ceux des anciens bandits, pour se blanchir, ils viennent se cacher derrière l'Union sacrée. Pour se blanchir, c'est des voyous. Mais dans cet état de choses, oui. Que devient un projet de société du président de la République qui avait promis d'établir, d'instaurer un état de droit pendant qu'il serait en règne? Nous sommes en train, aujourd'hui, la justice, qu'on les reconnaisse au moins, est en train de faire son travail bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. La justice? Oui, bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Oui. J'ai bien dit bon gré, mal gré. Oui. Parce que les droits, c'est écrit. Les faits, nous sommes dans la vérité des faits. Oui. Certains faits s'opposent même aux droits. Certains faits, pour des raisons quelconques, peuvent s'opposer aux droits. Pour des raisons politiques, économiques, sécuritaires. Vous savez, il y a plusieurs faits, nonobstant que nous soyons un pays des droits écrits. Bon gré, mal gré. J'insiste sur ça. Bon gré, mal gré, la justice est en train de faire un peu son travail. Évolue. Maintenant, il faut donner plus de moyens à la justice, plus de pouvoir à la justice, plus de liberté à la justice pour juger équitablement les faits qui sont exposés devant elle. J'insiste sur le mot liberté, que la justice ne subisse pas certaines influences extérieures qui seront contraires à la lecture des droits. D'accord. Alors, M. Tony Boulamba, vous continuez encore jusqu'à ce jour, à l'instant où nous parlons, de soutenir le président de la République? Oui, je soutiens particulièrement les projets de la gratuité
scolaire parce qu'on ne peut pas parler. Nous n'en sommes pas encore là. Non, Vous soutenez le on président soutient un projet, on ne soutient pas des hommes. C'est ça, c'est que les gens... Alors, vous êtes derrière le président de la République. Pourquoi? Pour soutenir les projets de la gratuité, parce qu'on ne peut pas parler du futur d'un pays sans éducation. Quand j'ai fui gouverneur de l'Équateur, j'avais commencé la gratuité dans ma province. Là, ce n'était pas encore rendu effectif constitutionnellement, comme le président Tshisekedi venait de faire dès l'entrée de prise de son pouvoir. J'avais commencé à soutenir parce que j'étais dans une région où il y avait beaucoup d'analphabètes. Il fallait booster, payer, que la province puisse contribuer au paiement des études des enfants pour que nous ayons au moins des enfants qui vont atteindre 6e primaire et au-delà. On avait commencé à payer. C'était ciblé. Après, le gouvernement central n'avait pas voulu, j'avais arrêté les projets. Donc, je reviens à votre question. Vous dites pourquoi? On soutient pas un homme, on soutient un projet. Vous soutenez une vision, donc. Les projets font partie d'une vision. On a la vision et on crée les projets. Les plus grands projets, la plus grande réforme qu'ait fait le président jusqu'aujourd'hui, qui marche bon gré mal gré, c'est la gratuité scolaire. Mais la gratuité doit être accompagnée des infrastructures scolaires. D'accord. Pour mettre nos élèves, nos enfants à l'aise d'apprendre dans des conditions acceptables. D'accord. À part la gratuité, la réforme sur la gratuité, oui. Vous soutenez encore le président, pourquoi? Pour quel autre programme, pour quelle autre vision? Je viens de parler de la vision primordiale du président. Vous savez, on ne peut pas créer un État sans éducation. Oui, ça vous l'aviez déjà dit. Tout part de l'éducation. Ça vous l'aviez déjà dit. Tout part de l'éducation. Au moment où nous n'avons pas des gens éduqués, parce que l'éducation est vaste, hein? On a l'éducation citoyenne, l'éducation républicaine, donc tout part dans... C'est un package, cet état d'esprit. Cet état d'esprit qui est la vision qui incarne la République, l'éducation. D'accord. Alors je vais poser ma question autrement. Au début, je l'ai dit, 3 ans et demi depuis que le président de la République Il nous reste est 263 jours aujourd'hui pour la fin du mandat du président. Quelles sont les grandes réalisations accomplies par le président Félix Tshisekedi depuis 3 ans et demi déjà, à part la réforme sur la gratuité? À part la réforme sur la gratuité, je vois que le président a renoué les relations avec certains pays avec qui nous étions en conflit direct. Il a renoué la situation diplomatique du pays. Parce qu'il y a un moment, quand le sénateur Kabila était là, certains pays nous ont isolés pour des raisons qui leur sont propres. Vous savez, donc, l'éducation, la diplomatie et l'approche de vivre ensemble avec certains partis politiques. Oh! Oui. Ça, vous appelez ça réalisation? Vous savez, la réalisation, l'approche de vivre ensemble... Je ne vous reconnais plus. Avec... Allez-y. Laissez-moi expliquer. Allez-y. Et je vais revenir sur tout ce que je m'oppose dans la gestion. Oui. Vous savez que moi, j'ai les francs-parler et je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Mais je ne le sens plus, votre pragmatisme. Non. Laissez, je suis en train d'expliquer. Allez-y. Je vais expliquer chaque tiroir. Oui. L'éducation, nous avons développé. Oui. La situation diplomatique, oui. Nous avons développé. Oui. Ça a redonné confiance aux investisseurs qui vont peut-être venir, je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Grand point d'interrogation. Parce que quand on traite avec des multinationales, il faut une bonne relation diplomatique avec leur pays d'origine. Alors, on est dans les réalisations. Les vivre ensemble, toute la classe politique compose les gouvernements actuels, excepté certains qui se sont retirés. Les membres de l'association FCC ne sont pas dans les gouvernements. C'est à eux d'engager des réformes pour accompagner les grandes réalisations et les grands projets et les grandes attentes de nos populations. Actuellement, tout stagne parce que c'est les méli-mélo, raison pour laquelle j'ai dit les réalisations directes ne sont pas encore faites. Je venais de vous le dire. Ah, les réalisations directes ne sont pas encore faites, raison pour laquelle il faut du courage politique. Alors que les présidents dirigent avec ceux qui vont servir la patrie et non les partis. Alors, dans les 264 jours qui nous restent,
pour la fin du mandat du président. Si nous continuons avec un gouvernement qui sert les partis, qui est la patrie, la situation sera catastrophique et nous irons droit au mur parce que nous sommes devant une crise sociale qui ne dit pas son nom, qui est en train de s'approcher. D'accord. Que personne ne voit venir et ça peut nous surprendre tous. Très bien. Alors, jusqu'ici, est-ce que le président de la République mérite encore un deuxième mandat? Moi, je ne sais pas s'il a déjà dit qu'il sera candidat. Non, avant qu'il ne le dise. Avant qu'il ne le dise. Au regard de des situations. Est-ce qu'il mérite? Si nous irons aux élections aujourd'hui, la situation ne sera pas bonne pour l'électorat du président. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Bon, si, j'ai répondu. Si nous allons aujourd'hui, la situation ne sera pas bonne. Donc, c'est-à-dire que le président peut être battu aux élections. Nous allons aujourd'hui, dans les conditions actuelles. Ça veut dire que dans le reste de temps qui nous reste, il faut des réformes. Si la situation ne s'améliore pas, l'élection sera catastrophique. Il sera battu. Si la situation ne change pas, ça n'engage que moi-même, le président sera battu aux élections. Il faudrait que les gens aient le courage. Dans ce cas, il ne mérite pas. Non. Ne pas mériter, c'est ne pas être candidat. S'il est candidat et que les situations sociales de la population s'améliorent, peut-être que la population va donner une deuxième chance au président. Mais donc, si nous allons dans les conditions actuelles, la situation sera très difficile pour notre candidat de gagner les élections. Parfait. Alors, Samalou Condé, comme Premier ministre, il n'a pas sa place. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, c'est une question. Ah, non, une question, est-ce que vous pensez que Samalou Condé, comme Premier ministre, n'a pas sa place? Allez-y. Ça, c'est la question. Allez-y. Bon, Samalou Condé est Premier ministre de la République. Oui. Un gouvernement est investi avec un programme. Oui. Il faudrait d'abord que les ministres comprennent la vision qui a investi le gouvernement. Actuellement, moi je pense, ça n'engage que moi-même, la majorité, quasi-majorité de nos ministres ne comprennent pas le programme qui a été adopté à l'Assemblée nationale pour conduire. Et leur chef. Les chefs conduits, ils donnent des grandes lignes. Oui. Ils donnent des grandes lignes que les autres doivent suivre. Si les autres ne suivent pas, qu'est-ce que le chef va faire? Soit que le Premier ministre Samalou Condé rende l'établier, qu'il ait le courage de rendre l'établier. Mais là, vous êtes dans les suppositions au lieu de répondre oui, mais c'est directement. Ça. Non, j'ai dit soit il rend l'établier pour que nous ayons un nouveau Premier ministre avec un nouveau gouvernement. Mais parce qu'au départ de cette émission, vous avez dit que si nous continuons avec ce gouvernement... Oui, nous irons droit au mur. Ça veut dire que ce gouvernement doit partir. Non, il y a une condition pour que le gouvernement parte. Soit le Premier ministre rend l'établier, je parle des conditions. Soit le Premier ministre rend l'établier lui-même, soit par une motion de l'Assemblée nationale, il dépose. Oui. Voilà. Et votre souhait est que ce gouvernement continue? Non, mon souhait est que ce gouvernement parte. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc vous voulez que Samalou Condé parte? Que ce gouvernement, si le Premier ministre part avec son gouvernement, tombe, vous savez. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien pour la population. Vous savez, il faut avoir le courage de dire la vérité. Mais dites-nous la vérité. La vérité est que le gouvernement, actuellement, nous sommes dans une situation inconfortable vis-à-vis de la population. Oui. Très inconfortable d'ailleurs, je dirais, vis-à-vis de la population. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais monsieur Zantoto, je vis avec la population. Ok. Si je prends les cas chez moi, à l'Équateur, nous avons un gouverneur en place qui fait tirer à balles réelles à la population. Il y a 2 jours, il y a eu quelques morts encore à Bandaka, qui arrête des gens arbitrairement, qui fait emprisonner les journalistes, vos collègues, il fait emprisonner les activistes des droits de l'homme et de la société civile. Si demain nous allons aux élections, avec la situation actuelle, je ne pense pas que notre candidat sera élu à Bandaka. Je vais vous dire une chose, messieurs les candidats du FCC, quand nous sommes allés aux élections de 2018, que disait la population? Non, le candidat du FCC n'a pas été un bon ministre de l'Intérieur, il a déstabilisé notre province, il n'aura pas nos voix. Nous sommes en train d'aller dans la même direction. Il faut des réformes courageuses. Les gens qui ne disent pas la vérité, nous ne serons pas là pour flatter le président de la République. D'ailleurs, il y a une maxime qui dit qui flatte son chef n'a pas de respect pour lui. Tant que nous serons des républicains, des citoyens honnêtes, on va continuer à dire la vérité au président, on va continuer à dire la vérité dans la République pour que nous puissions changer
directement notre façon de gouverner et notre façon de voir les choses. Alors, M. Tony, Oui, c'est depuis longtemps oui, que nous attendons l'opinion, oui. la population dire que le président de la République ne mérite pas les collaborateurs avec lesquels il travaille. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça date. Est-ce que le président de la République écoute ses collaborateurs? Est-ce que le président de la République écoute Écoute la population ou les collaborateurs? Est-ce que le président de la République écoute la population? Voilà, c'était ça la question. Je l'espère bien. C'est douteux cette réponse. Parce que je ne suis pas dans la tête du président de la République. Raison pour laquelle je dis je l'espère bien. Que le président va faire des réformes. J'ai entendu et j'ai lu que le ministre des Hydrocarbures serait interpellé À l'ANR auprès de nos services spéciaux. Ça peut faire partie des réformes immédiates que le président veut faire. Au Cameroun, à un moment où la situation économique du Cameroun était très très catastrophique, le président Biya a, avec la justice et sur insistance des bailleurs des fonds internationaux, a fait une opération épervier. C'était épervier, je pense, où il a arrêté beaucoup de ses collaborateurs. Même son ancien directeur des cabinets, M. Ntangana Mebara, jusqu'à aujourd'hui, croupit en prison. Parce que le cœur d'un homme d'État se trouve dans sa tête. Ça, c'est Napoléon qui l'a dit. Donc, il faut des réformes dures, frapper là où le chef de l'État, président de la République, doit frapper pour faire avancer les choses dans les 260 jours qui restent. 60 et quelques jours qui nous restent. A-t-il des bons collaborateurs à votre avis? Bon, moi, je ne suis pas le président de la République. Les collaborateurs? Donc, non, je ne suis pas le président de la République. Oui. Il est le seul qui peut parler de ses collaborateurs parce qu'il collabore au quotidien. Donc, il sait qui fait quoi, qui vaut quoi, qui peut faire quoi. Si vous me posez la question sur mes collaborateurs, je peux donner un avis, un jugement sur quelques collaborateurs qui m'entourent. Mais sur les collaborateurs du président de la République... Mais vous n'avez jamais entendu la population dire que le chef de l'État doit faire partir surtout les collaborateurs qui viennent de l'Europe. On les appelle ceux de la diaspora. Mais monsieur Zatoto, moi je viens de la diaspora. Oui. Ces pays, vous n'avez plus aucun mérite, non. aucun respect. Je vais vous dire une Estime. chose. Voilà, maintenant je vais vous expliquer. Oui. Dans la diaspora, c'est pas seulement en Europe. Même les Congolais les Kinshasa qui vivent à Brazza font partie de la diaspora. En Angola, c'est la diaspora. Mais ici, dans la diaspora, on parle plus de l'Europe. Ceux qui viennent de la Belgique. J'ai fait une interview il y a quelques temps à Paris. Oui. Avec votre collègue, M. Joseph Pouloulou, oui. de la radio-télévision Mangembo, oui. en France. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit ceci exactement. Mes compatriotes, chers compatriotes, je vais vous répéter ce que j'ai dit à notre frère Joseph Pouloulou, la radio Mangembo. Dans la diaspora en Europe, nous avons deux types de la diaspora. Oui. Je vais vous expliquer. N'écoutez pas mes phrases. Écoutez mes mots. Nous avons ceux qui habitent en Europe et ceux qui vivent en Europe. C'est quoi la différence? Nous avons les habitants, des gens qui stagnaient dans des bars, qui ne faisaient rien, qui buvaient, qui dormaient, qui dansaient dans des boîtes de nuit. Et nous avons, nous qui vivions, nous travaillons, nous continuons. Moi, je suis membre fondateur de la droite française, Nouvelle Droite Française. Donc, j'ai participé à la politique du pays où j'habitais. Je suis membre fondateur des Républicains. Nicolas Sarkozy, président, c'est le fondateur. Moi, parmi les fondateurs, là, les Pécresse, tout ça, moi, je suis membre fondateur. Alors, ceux qui sont venus ici... Il y a plus des habitants. Qui sont venus? Il y a plus des habitants. Qui sont venus? Oui. Ça veut dire que vous connaissez les collaborateurs du président? Parce que ce sont eux qui sont... Non, j'ai dit il y a plus des habitants. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui vivait. Oui. Et certains aussi comme... Il y a plus des habitants qui sont arrivés. Oui. Cette chaîne ici, c'est quelqu'un qui vivait. Avec la vision. Les habitants sont des gens qui ne faisaient rien. Malheureusement, souvent, dans la diaspora, ceux qui accompagnent, ce sont plus des habitants que ceux qui vivaient. Et les habitants ont toujours le pouvoir d'écraser ceux qui vivaient. Est-ce que vous n'avez pas appris qu'à la tête des Jeux de la francophonie, oui. il y avait un compatriote congolais qui était de la diaspora, oui. mais qui ne méritait pas ce poste? Parce qu'il aurait joué au DJ. Vous ne l'aviez pas appris? J'ai lu ça. J'ai lu. Réagissez. Peut-être que c'est un DJ qui s'est reconverti. Oui. A eu à faire des formations
Aujourd'hui, vous avez votre langue en poche. Pour diriger certains événements. J'ai dit peut-être c'est un DJ qui a eu à faire des formations. Oui. Je n'ai pas ma langue en poche. Oui. Raison pour laquelle j'ai dit peut-être que c'est un DJ habitant. Pas quelqu'un qui vivait. Donc, la population, une fois de plus, ce pays a eu 4 présidents de la diaspora. Premier président venu de la diaspora, c'était Maréchal Mobutu, il venait de la Belgique. Deuxième président venu de la diaspora, Laurent Désiré Kabila, il venait de la Tanzanie et ailleurs. Troisième président venu de la diaspora, c'était Joseph Kabila, le sénateur Kabila, qui venait de la diaspora. Et quatrième président venu de la diaspora, c'est le président Félix Tshisekedi. Et lui, il habitait ou il vivait? Le président faisait déjà la politique en Europe. Il faisait déjà la politique Donc en il Europe. vivait. Il faisait déjà la politique en Europe. Si vous prenez les Genval, avant Genval, même en 2014, quand je suis à Washington, moi, le Premier ministre Sami Badibanga et les autres, les présidents de la République actuelle étaient empêchés. On avait délégué les représentants externes de l'UDPS aux États-Unis, qui est décédé d'ailleurs. On va continuer parce que nous sommes à la fin. Donc, il faisait déjà la politique du pays. C'est Alors, juste qu'il Monsieur recadre Tony, un peu son entourage, qui peut-être a beaucoup plus des habitants que des vivants. Monsieur Tony, vous connaissez peut la faire situation, avancer vous la connaissez la situation sociale et économique de la population congolaise aujourd'hui. Oui. Il y a une hausse des prix des biens de première nécessité en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? C'est un manque de leadership, un manque de compétences. C'est quoi? Parce que la population congolaise a perdu son pouvoir d'achat. La population congolaise a perdu son pouvoir d'achat comme la population du monde. Il y a eu flambée des matières premières. Ça impacte sur l'économie de chaque pays. Raison pour laquelle chaque pays doit adapter sa situation en adéquation avec la réalité mondiale. Raison pour laquelle je n'arrête pas d'insister. Nous devons diminuer les trains de vie du gouvernement. Je ne vois pas pourquoi un ministre peut percevoir 10 000 $ de salaire le mois, alors que ceux qui sont censés protéger le pays, comme les militaires, la police, perçoivent 50 $, 60, voire 100 $, même des officiers dehors. Diminuons les trains de vie du gouvernement et de toutes les institutions pour renforcer ceux qui ont de faibles revenus à renforcer leur pouvoir d'achat. Parce que les plus grands employeurs de la République démocratique du Congo, c'est l'État congolais. Alors, si vous le dites, ça veut dire que si vous dites qu'il faut diminuer le train de vie des institutions, ça veut dire que, par exemple, quand l'on donne des véhicules qui coûtent 45, mais 50 000 $. J'ai déjà dit, on n'a pas besoin. D'ailleurs, je venais de faire une suggestion il n'y a pas longtemps, suite au problème des carburants. Il faudrait vendre tous les véhicules de l'État. Non, nous n'avons pas besoin. Non, moi je parle des véhicules qui ont été donnés aux parlementaires. On a donné les palissades aux parlementaires, on a donné... Parlons des palissades qui ont été données aux parlementaires. Je pense que ce n'était pas important. C'était pas important? Non. D'ailleurs, pour moi, les élections passées, dans mon programme que j'allais amener, si j'étais élu, comme j'étais élu député, mais on avait rayé mon nom, j'avais suggéré que la moitié des émoluments des députés soient baissés. Vous étiez pour ça? Je suis totalement pour ça, parce que quand j'ai fui gouverneur, j'avais baissé mon propre salaire de 15 000 $ à 5 000 $. 5 000 $, quand vous avez quelques avantages de l'État, vous pouvez vivre correctement. Quelqu'un qui a 100 $, qui n'a pas des avantages de l'État, va vivre comment? Il faudrait que... Oui. Vous auriez été député, vous auriez refusé cette palissade? Je n'aurais pas pris. Vous auriez agi comme Matata? Oui, exactement. Je n'aurais pas pris parce que c'est indécent vis-à-vis de la pauvreté de la population. Mais c'est le président qui a offert. Non, moi j'allais expliquer au chef de l'État, Monsieur le Président, la situation de nos populations est catastrophique. Si vous pouvez me permettre de prendre cet argent, de construire une école à Bassankosso, à Bolomba, à Luozi, à Kikwit, à Mayumbu, mais je ne prendrai pas. Quel est le message? Par morale. Quel est le message que vous lancez aux députés qui ont reçu... Ils sont immoraux. La politique, c'est la morale. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dis, c'est Platon, je pense. C'est aussi question de morale. Ils sont immoraux? Immoraux. Ah bon? Oui, absolument. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont élus du peuple. Donc ils sont censés représenter les peuples. Donc ils sont censés de comprendre mieux que quiconque la situation du peuple et faire rapport au chef de l'État. Voilà. Alors, quel est aujourd'hui votre
tableau comparatif par rapport à la situation sociale du peuple congolais il y a 5 ans et aujourd'hui. Est-ce que la population gagne ou la population a perdu sur le plan social? Il y a 5 ans et aujourd'hui, les situations économiques et les contextes économiques du monde n'est pas pareil. Il y a 5 ans, on n'avait pas Covid. Ne prenons pas seulement les cas de la RDC. Je prends les cas mondiaux parce que moi, je voyage dans le monde. Je voyage dans le monde. J'ai vu comment la situation sociale des populations du monde est en train de régresser. Mais nous sommes la RDC. Nous ne sommes pas les États-Unis. Les États-Unis sont des pays pauvres. Hein. Les États-Unis, la France, sont des pays pauvres. Nous sommes un pays riche. Donc avant, nous avons les atouts d'accommoder notre économie avec les ressources que nous avons pour stabiliser la situation sociale de notre population. Nous avons ces atouts-là, nous avons ces moyens-là. Il faut la conscience républicaine, la conscience citoyenne pour servir les populations, parce que nous venons en politique pour servir la population. Nous ne venons pas en politique pour acclamer ce qui n'est pas acclamé. Oui. Voilà. Un jour, je faisais rire à certains de mes collaborateurs. J'ai dit, vous savez, nous sommes des lions sacrés. Si demain on nous dit, pour faire plaisir au chef de l'État, nous allons tous marcher nus. Il y aura des gens âgés qui vont se balader nus pour rester des ministres, mais moi je ne le ferai pas. Ah bon? Moi j'irai voir le président de la République, je dirai, monsieur le président, dans notre morale, nous ne sommes pas des nudistes. Moi je ne peux pas marcher nu. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, mais par morale, par éthique, je ne le ferai pas. Alors, est-ce que par éthique aussi, est-ce qu'il est permis, par exemple, dans un État comme le nôtre, de percevoir ce que l'on appelle des commissions? Un ministre qui gagne un marché, signer un dossier, il demande une commission, tout ça. Est-ce que c'est pratique? Les potentiels investisseurs qui voulaient venir investir dans ma province quand j'étais encore gouverneur, oui, peuvent me contredire. Je leur disais toujours, si quelqu'un vous demande de l'argent pour venir investir chez moi, vous m'informez, je les vire. Donc la pratique des rétrocommissions, c'est pas bon, c'est pas de l'éthique. C'est pas moralement correct dans la gestion de la cité. Ah bon? Absolument. Mais là c'est en Europe, chez nous c'est différent. Non, nous sommes tous dans la politique. Nous voulons la démocratie, nous voulons avoir des cravates et des costumes. Donc nous devons nous accommoder à certaines pratiques en toute légalité, en adéquation avec nos textes de la République et en adéquation avec tout ce qui est moral pour la cité. Très bien. Alors un mot sur la lutte contre les détournements. Est-ce que vous sentez que la lutte contre les détournements des deniers publics porte les fruits aujourd'hui? Ce n'est pas à 100%. Ce n'est pas à 100% que ça porte des fruits. Vous savez, quand il y a certaines choses qui se passent dans la République, il faut regarder plusieurs facettes. Il y a des facettes politiques, et des facettes religieuses, il y a des facettes concurrentielles de certains adversaires ou challengers en prévision de certains événements qui peuvent arriver dans la République. C'est ce que moi je sens. Voilà. Alors on va finir cette émission avec cette dernière question. Est-ce que nous avons évolué avec l'état des sièges qui a été instauré et la paix dans les régions qui sont aux prises à des tueries et tout ça? Est-ce que l'état des sièges a apporté une solution aux problèmes des Congolais dans l'Est? Bon, dans l'Est, vous savez, la situation de l'Est est très complexe. On le sait. Nous avons plusieurs facettes devant cette situation. Nous avons le terrorisme, nous avons la rébellion. Oui. Ce sont deux faits différents. Avec les terroristes, il faut avoir une façon d'agir. Avec des rebelles structurés en armée, il faut avoir une autre manière d'agir. Moi, je pense qu'il faut plus doter l'essence professionnelle qui accompagnera les états de siège. Renforcer nos forces armées, les motiver pour qu'ils puissent bien remplir leur mission. Actuellement, je pense, quand je compte les morts ou je lis par-ci, par-là, je parle avec des amis, la situation s'est empirée avant que l'état de siège puisse être mis en place. Donc il n'a pas porté des fruits jusqu'ici. Ça n'a pas porté des fruits positifs jusqu'ici.
En tout cas, ça n'a pas porté des fruits positifs. Un dernier mot à toute la population congolaise qui vous regarde. Dernier mot à la population congolaise. Je pense que je ne suis pas inconnu parmi vous. Nous continuerons toujours à dire la vérité pour la bonne marche de la République. Et j'adresserai mon tout dernier mot au président de la République. S'il me suivra, je sais qu'il pourra me suivre, ou ses services. Monsieur le Président de la République, je suis homme d'État congolais. Le pays ne va pas très bien. Vous avez encore l'estime de la population. Vous avez encore l'estime de la population. Je vous demanderai certains services, parce que je suis citoyen de ces pays. Votre arrivée au pouvoir était un grand espoir pour nos populations, afin d'échanger certaines choses. Aujourd'hui, la situation du tribalisme est en train de monter. Certains règlements des comptes continuent d'exister et la population est désespérée. Je suggérerais vivement au chef de l'État que ces services n'induisent pas la République en erreur dans certains règlements des comptes personnels et lui faire porter les chapeaux, et que ces services lui disent toujours la vérité sur la situation de nos populations. La population est en détresse totale et nous sommes en train d'aller droit devant une crise sociale qui va nous frapper en plein fouet. Nous ne saurons pas d'où ça peut venir. Cette situation risque de déstabiliser la République. Et je dirai les derniers mots. Nous sommes une nation composée de plus de 2 345 409 km², plusieurs ethnies, plusieurs groupements, plusieurs zones linguistiques. Nous devons rester une nation. Merci. Voilà, c'est la fin de citation. Merci Tony Bolamba. J'espère qu'on ne va pas vous virer de l'union sacrée avec une telle déclaration lorsque vous dites... Pourquoi on doit me virer? Moi, je suis venu... Vous dites que le pays ne va pas bien, vous aurez des problèmes. Non, j'aurai quel problème? Merci beaucoup. Il faut dire la vérité au chef de l'État. C'est l'état d'esprit d'ailleurs qui a composé l'union sacrée. Merci beaucoup. Pas des flatteurs ou des bandits venus du FCC qui ont menti au sénateur Kabila, ils sont venus mentir de l'autre côté. Merci. Moi, je disais toujours la vérité, même au président Kabila. Merci beaucoup, Tony Bolamba, ancien gouverneur. Et je continuerai de le dire au président Tshisekedi. Merci beaucoup. Ancien gouverneur de l'Équateur, je l'ai dit, responsable du parti MOCO, Mouvement pour le Congo. Merci d'être passé sur ce plateau. Parce que, vous savez, M. Fleury, les responsabilités sont individuelles. Parce qu'actuellement, le gouvernement est composé de plusieurs partis politiques. Chacun prendra sa responsabilité. Ils ne vont pas tout laisser au chef de l'État. Non, c'est lui qui sera comptable de tout. Il ne sera pas comptable de tout. Il sera comptable du bilan. C'est comme je disais aux gens, vous n'allez pas faire tomber toutes vos responsabilités au président Kabila, au sénateur aujourd'hui. Voilà. Chacun doit assumer. Pourquoi les gens ne s'assument pas? Merci beaucoup. Le chef de l'État n'est pas avec les hommes du passé, il est avec les hommes du passif de ces pays.